Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », ce Bada, dont je rappelle d'ailleurs que les Badas sont nommés ainsi en hommage à Jean-François Revel qui rappelait que dans le Marseille de son enfance, les marchands de glace étaient tenus d'offrir aux enfants qui achetaient un cornet un supplément appelé Bada. C'est donc le supplément, le Bada du Nouvel Esprit Public du dimanche que nous enregistrons aujourd'hui avec Stéphane-Antoine Terrel. Stéphane-Antoine, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes ici parce que vous n'êtes plus, si j'ose dire. Vous êtes ici parce que vous n'êtes plus chez LinkedIn, le réseau social. Vous l'avez quitté après combien de temps ? Après 4 ans et 8 mois. D'accord. Et vous avez retrouvé un métier qui correspond à votre formation, qui est une formation de juriste. Et vous faites aujourd'hui, peut-être vous nous expliquerez, ça sera un supplément à ce supplément, le Bada du Bada, quelle forme d'exercice du droit vous êtes en train d'exercer en ce moment. Mais donc, vous avez été pendant plusieurs années chez LinkedIn et c'est sur ce réseau social, ces particularités que je souhaitais, puisque je vous ai connu, disons-le, parce que vous êtes un auditeur du Nouvel Esprit Public qui s'est manifesté, et donc désireux de pousser la curiosité aussi loin que possible, je vous ai d'abord, en dehors de ce micro, et maintenant devant ce micro, interrogé sur ce réseau social. Alors, est-ce qu'on peut brosser, d'une part, l'importance de LinkedIn dans l'ensemble des réseaux sociaux français, dans l'ensemble des réseaux sociaux dans le monde, et puis aussi dire un mot des particularités de son propriétaire, de la propriété. En France. Oui, Philippe. Alors, commençons par l'importance peut-être de ce réseau. Moi, c'est marrant, je l'ai connu lorsque j'étais, il y a une quinzaine d'années, la première fois où j'en ai entendu parler, lorsque je suis rentré dans une société de conseil en IT et en digital, voilà, pour les grandes entreprises. IT, c'est pas le pays. Ah non, c'est pas le pays, en effet. En informatique, en direction des systèmes d'information et en marketing digital. Et donc, en effet, on voyait ce réseau qui, à l'époque, prenait des parts de marché à Viadeo, qui était un réseau français assez conséquent à l'époque. Et donc, il y avait quelques millions d'abonnés, de membres sur la plateforme. Et ensuite, plusieurs années plus tard, il s'avère que lorsque je suis rentré chez LinkedIn en 2020, nous étions, je crois, 19 millions de membres français sur la plateforme. Voilà. Et 4 ans et 8 mois plus tard, ils étaient 33 millions de membres. Donc, vous voyez une croissance très, très importante. Et bien entendu, sur un angle très particulier, qui est celui qu'on appelle le B2B, le business to business, donc pour mettre en exergue les profils professionnels. Alors, vous voyez, là déjà, on voit une première différence avec les autres réseaux sociaux, puisque les autres vont permettre de partager des choses personnelles, de retrouver des amis. Or là, sur ce réseau, c'était la première fois finalement qu'il y avait une vitrine professionnelle pour tous les professionnels de France et de la planète. Parce que vous voyez, je vous ai donné un premier chiffre qui est celui de 33 millions de membres. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être à 35. Mais dans le monde, cela représente plus de 1 milliard de membres. Voyez-vous ? Donc, ça commence à être... c'est une communauté, c'est plus grand que certains pays, vous voyez, de gens qui se retrouvent sur cette plateforme pour échanger sur des sujets professionnels et économiques, dirons-nous, de manière principale. Voilà. Alors après, on n'en est pas encore... à la hauteur, dirais-je, en termes de nombre de quantité de membres que Facebook ou Instagram ou d'autres réseaux professionnels, enfin réseaux en tout cas, mais celui-ci commence à prendre une importance considérable. Et je vais vous donner peut-être un autre chiffre qui permettra de le mettre en valeur, c'est le nombre d'actifs en France. Vous voyez, en France, je crois que selon l'INSEE, on doit être à 29 ou 30 millions d'actifs. Donc vous voyez, ce chiffre a été dépassé par LinkedIn l'année dernière ou cette année. Voilà. À qui appartient LinkedIn ?
LinkedIn appartient à Microsoft, qui a racheté LinkedIn. C'était la plus grosse acquisition de l'époque pour plusieurs dizaines de milliards. Et ça a été racheté en 2014. Donc c'est très intéressant d'ailleurs que Microsoft, qui était finalement un acteur du software, du logiciel, dirons-nous, du logiciel professionnel, et également dans le cloud. Donc, vous savez, pour les données. Et par conséquent, ils ont fait cette acquisition-là. Et bien entendu, toutes les fonctionnalités LinkedIn sont irradiées par ce qui se passe chez Microsoft. Même s'il reste une indépendance assez importante, dirais-je, entre Microsoft et LinkedIn. Mais par exemple, voyez-vous, lorsque Microsoft a pris des participations dans OpenAI, ChatGPT, on a commencé à voir, bien entendu, plein de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qui sont arrivées là-bas. Alors, cette plateforme B2B, comme vous disiez, business to business, au fur et à mesure de sa croissance, est-ce qu'elle est restée, cette plateforme de gens d'affaires parlant aux gens d'affaires, des industriels parlant aux industriels, des ingénieurs parlant aux ingénieurs, ou est-ce qu'il s'est produit une évolution qui aurait introduit sur LinkedIn des comportements de ses abonnés qui ressemblent davantage à ceux qu'il peut y avoir sur X ou sur Facebook? Oui, en effet, il y a une évolution importante. Et même au niveau de son business model. Au départ, n'est-ce pas, il y avait des abonnements pour pouvoir avoir des comptes premium sur la plateforme. Donc c'était comme ça. Et c'était surtout au départ, malgré tout, une plateforme permettant d'aider les grandes entreprises à faire du recrutement. Et ensuite, il y a eu une autre division qui a pris de l'ampleur, c'est celle du marketing. Et celle du marketing, donc, consiste à aider les grandes entreprises, cette fois-ci, à communiquer auprès des personnes qui les intéressent, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, là, on arrive finalement à la pub digitale. Et on a pu voir quelle était l'importance de cette pub digitale sur les autres réseaux, comme Meta, par exemple. Et LinkedIn, bien entendu, c'est aussi... Meta, je rappelle que c'est Facebook. Ah oui. Tout à fait. Meta ou YouTube ou d'autres plateformes, devrais-je dire d'ailleurs. Mais en tout cas, pour rester sur le réseau social, donc LinkedIn, bien entendu, c'est aussi lancé dans cette conquête des marchés des budgets digitaux, des budgets de publicité digitale. Et donc ensuite, il y a eu plusieurs différentes fonctionnalités qui ont permis de développer encore plus ce système. Par exemple, vous voyez, au départ, c'était uniquement des entreprises qui pouvaient communiquer en leur nom, et donc on pouvait sponsoriser leur prise de parole, n'est-ce pas? Donc de la communication généralement institutionnelle au départ, étant donné la qualité des membres qui se trouvaient sur la plateforme, parce que je le rappelle, chacun est identifié sur LinkedIn, il y a des processus de vérification qui sont effectués, donc vous voyez, ce qui permet de faire aussi un distinguo par rapport à d'autres plateformes. Et par conséquent, on pouvait communiquer sur LinkedIn via sa page entreprise, finalement l'entreprise au-delà de son propre site web, son site internet dans lequel elle pouvait communiquer sur ces différents aspects. Elle avait également une vitrine sur LinkedIn. Donc vous allez sur LinkedIn et vous pouvez en effet voir la page d'une entreprise X ou Y et consulter ce qu'il s'y passe. Et on communiquait donc par ce biais-là, en ciblant ensuite, en sponsorisant des prises de parole. Et en les sponsorisant auprès des personnes qui nous intéressent avec le ciblage. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant, Philippe, à partir de 2022 ou 2023. C'est que finalement, LinkedIn a donné la possibilité de sponsoriser la prise de parole des dirigeants, donc des personnes. Donc tout d'un coup, comme ça, sur LinkedIn, on a eu une personnification des entreprises via la prise de parole de leurs propres dirigeants. Donc imaginez, pour que ce soit assez visuel, vous êtes vous, Philippe Meyer, vous publiez quelque chose sur LinkedIn, un post, une vidéo, n'importe quoi. Eh bien, vous aviez finalement, dès 2022-2023, la possibilité de pousser ce contenu-là auprès d'autant de personnes que vous le souhaitez, surtout d'une cible bien particulière. Voilà. Et je me souviens avoir travaillé à titre personnel pour
une grande entreprise française donc qui a eu l'honneur de pouvoir faire partie de la bêta. Donc c'est un pilote en Europe, du premier pilote en Europe pour faire cela. Et ils ont finalement, comment dirais-je, ils ont transféré tout leur budget publicitaire qui était sur LinkedIn, sur leur prise de parole de l'entreprise, dirais-je, vers la prise de parole de 4 ou 5 dirigeants identifiés qui avaient été missionnés finalement pour porter la parole de leur entreprise. Alors ça, c'est une évolution. Il va falloir d'ailleurs la développer, mais peut-être pas tout de suite, parce que vous avez été dans l'entreprise, et moi je suis, depuis la création de Nouvel Esprit Public, je suis sur tous les réseaux sociaux possibles, histoire de faire connaître nos émissions, nos enregistrements, nos badas, et éventuellement notre situation quand il nous arrive d'avoir besoin de rappeler à nos auditeurs que seule leur contribution financière nous permet de vivre. Donc, j'ai un point de vue, non pas le point de vue de l'usager, mais le point de vue d'un usager. Et le point de vue de l'usager que je suis depuis 7 ans, 8 ans, c'est que je le résumerai en disant, il peut y avoir, et même il y a souvent une certaine fatigue des réseaux sociaux connus comme les réseaux d'expression libre, je dirais Facebook ou X ou maintenant Instagram, à cause de la violence de certains modes d'expression, à cause de la quantité de conflits entretenus à plaisir par les uns et les autres, et que du coup, il me semble avoir observé que des gens vont sur LinkedIn pour exprimer non pas pour parler non pas de leur activité professionnelle, mais pour exprimer une opinion, un avis, et que c'est devenu, en plus de ce que c'était à l'origine, ça n'enlève pas sa fonction première, mais il me semble que c'est devenu un réseau social paisible, je veux dire un réseau social d'échange d'opinions paisible et plus facilement développé. On peut, me semble-t-il, y écrire des posts, comme on dit, je déteste enfin peu importe, plus long que sur les autres. Bref, il me semble qu'il y a quelque chose qui a glissé de ce côté-là et qui pourrait peut-être à terme compromettre l'identité de ce que les créateurs ont voulu au départ. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord, et on a pu l'identifier de différentes manières. Je dirais que le premier élément est que il y a eu bien entendu le Covid. Et ça a profondément changé bien entendu les habitudes, parce que tout d'un coup les gens ont ramené leur travail chez eux, n'est-ce pas ? Donc cette frontière qui était existante auparavant entre le monde professionnel qui était en dehors de chez soi et le personnel, s'est un petit peu réduit. Voilà. Alors en effet, d'aucuns ont pu dire que sur LinkedIn maintenant il y avait beaucoup de prises de parole qui étaient liées à des choses un peu plus superficielles. Donc vous voyez, même LinkedIn finalement a subi ce dont vous parlez, hein, cette fatigue des réseaux sociaux, mais d'une manière un petit peu différente et tout à fait, mais pour revenir à votre point, qui est tout de même paisible. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Après, sur le deuxième, qui est celui du côté un peu plus, comment le dirais-je, côté paisible de LinkedIn. Votre mot est parfait. Il faut dire que, de par sa nature, LinkedIn est constitué de membres qui sont connus, qui sont identifiés et qui sont connectés avec des gens qui leur sont importants. Autrement dit, Stéphane-Antoine Terrenne, j'étais chez LinkedIn, je suis connecté avec mon PDG, je suis connecté avec mes clients aussi. Vous voyez ? Donc il y a une sorte d'autocensure qui est très importante, qu'elle s'installe auprès de chacun des membres, où organiquement, finalement, ils vont faire attention à ce qu'ils disent. Voilà. Ils vont essayer d'être un peu plus mesurés dans leurs propos aussi. Essayer d'éviter des sujets je dirais politique, mais voyez aujourd'hui, si je regarde les prises de parole de certains de vos intervenants d'ailleurs sur LinkedIn, bon, ils peuvent parler de politique également, mais il ne faut pas avoir cette violence que l'on peut trouver ailleurs. Vous voyez, c'est moins partisan que d'autres plateformes. On essaie de pousser plutôt à l'interrogation, à la conversation. Et d'ailleurs, si vous voyez
Alors, on ne connaît pas très bien le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn. Même ceux qui travaillaient chez LinkedIn, bon, c'est des choses qui se passent à San Francisco, etc. Mais ce que l'on savait, c'est que LinkedIn essayait toujours de développer, bien entendu, les conversations entre les différents membres et de préserver l'expérience utilisateur aussi. Parce que finalement, toute la richesse de LinkedIn découle de cela, l'engagement des utilisateurs pour qu'ils continuent à revenir. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, à peu près. Un supplément à ma question, est-ce que ce que nous venons d'évoquer, moi, avec mon expérience, vous avec la vôtre, est-ce que ça veut dire que l'absence d'anonymat sur LinkedIn fait qu'il y a cette espèce de respect humain, comme on disait autrefois, c'est-à-dire de décence ordinaire, comme disait Orwell, qui fait que quelques tentations qu'on puisse avoir de traiter quelqu'un de chien pourri ou d'autres, on ne peut pas se le permettre parce qu'on est aussi sur une plateforme, sur un réseau où on va traiter de nos affaires et qu'il ne s'agit pas ni de se mettre trop de gens à dos, ni de ruiner sa réputation. Donc c'est l'absence, ce qui veut dire que pour que les réseaux sociaux se calment, la suppression de l'anonymat serait donc une recette possible. LinkedIn le prouve, je pense. Donc oui, en effet, c'est une sorte d'autocensure qui est appliquée de façon inhérente à cause de cette absence d'anonymat. Stéphane-Antoine Terrel, merci de cette première exploration et je vous propose que nous nous retrouvions pour développer d'autres points qui concernent cette plateforme et ses particularités.